Donc, bonjour Emmanuel Juste. Bonjour Jean-Guillaume. On se retrouve pour continuer notre discussion et notre échange. On s'était arrêté sur le point peut-être plus technique, c'est comment tu imagines techniquement, concrètement, cette utopie qui deviendrait réalité, celle des débats méthodiques. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as imaginé et pensé par rapport à cette idée ? Alors, déjà, comme on a vu tout à l'heure, bien sûr, il y a pas mal d'objections préalables à l'idée de débat méthodique. On suppose qu'il y a des présupposés au débat méthodique. Une certaine fois, on a raison, mais effectivement, la première question à poser, qu'il y aurait à poser dans un débat méthodique, ce serait peut-on discuter rationnellement de cette question ? Ce serait la méthode du débat méthodique aussi, mais ce serait la question préalable. Est-ce que la raison est à même d'aborder les problèmes politiques, les problèmes éthiques, les problèmes métaphysiques ? Ça demande beaucoup de discussions. En admettant aussi que ces discussions aient été résolues ou qu'on ait vu qu'il y a une bonne probabilité que la raison puisse aborder des questions politiques, par exemple, même assez complexes, ou même qui mobilisent des éléments d'éthique. À ce moment-là, on pourrait envisager donc un débat méthodique, je ne sais pas, sur des modèles de société qu'on voudrait, ou des modèles économiques, ou des modèles de développement, etc. Alors, la manière dont j'ai imaginé les choses, je pense qu'il y a deux pistes pour ce que je préconiserais. C'est ce qu'on appelle les conférences de citoyens ou les conférences de consensus qui ont eu lieu, qui ont été expérimentées à plusieurs reprises, et le débat méthodique que je propose. Donc, c'est les deux pistes. Donc, l'idée, ce serait que d'abord, il faudrait qu'il y ait une association, par exemple, une fondation d'un certain nombre de personnes qui sont motivées pour faire ça. Ça ne peut pas être un individu qui met ça en œuvre, et ça ne peut pas non plus être... il faut qu'il y ait quand même... ça repose sur les épaules de plusieurs personnes. Pour moi, je pense qu'une structure associative pourrait être suffisante. Donc ça demande des moyens qui sont... c'est pas facile à mettre en œuvre pour une seule personne, mais c'est à des moyens assez limités. Mais ça dépend, parce que si on voulait faire beaucoup de débats méthodiques, ça demanderait des moyens plus importants. Pour un débat méthodique, à la limite, je pense que 4-5 personnes suffisent. Il faut, je pense, envisager à peu près 4-5 personnes pour un seul débat méthodique. Alors, ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont avoir, en fait, pour but d'organiser, de faciliter le débat. Elles ne vont pas avoir pour but d'être partie prenante, elles peuvent avoir à titre individuel des points de vue, c'est-à-dire penser que par exemple, je sais pas, être de droite, être de gauche, être athée, être croyant, enfin même croire en leur point de vue, croire en une vérité, mais il faut qu'elles acceptent de laisser de côté leur point de vue pour permettre aux différents points de vue qui peuvent être opposés aux leurs aussi, donc ça demande un travail sur soi, de s'exprimer. Leur but, c'est en fait, à ces personnes, elles ont compris l'intérêt qu'il y aurait à prendre une question et avoir les différentes réponses et les différents arguments, c'est tout ce qu'on leur demande. Ces personnes, elles sont aussi là pour garantir donc que le débat méthodique est honnête, n'est pas orienté idéologiquement, n'est pas orienté par des, entre guillemets, lobbies, par des idéologies, il n'y a pas de manipulation, que tout le monde peut y participer, que les différentes personnes qu'on va inviter à participer se sentiront à l'aise de participer, parce qu'elles ne se sentiront pas trahies, elles auront l'impression qu'elles peuvent exprimer exactement leurs idées, donner leurs arguments honnêtement. Même si elles ont des points de vue minoritaires ou dits extrémistes, ou elles pourront vraiment exposer leurs idées, mais par contre, il faudra qu'elles acceptent que leurs idées soient critiquées, bien sûr. Alors l'idée, c'est de définir une question. Bien sûr, une question. Alors évidemment, déjà ça soulève un problème, parce que qu'est-ce qu'une bonne question ? Est-ce que ça va être des questions en oui ou non ? Il y aura peut-être des questions qui vont permettre des réponses oui ou non. Je ne sais pas. Et puis il y a des questions plus nuancées. En général, j'ai remarqué que quand on pose une question, il y a 4 ou 5 réponses possibles, c'est-à-dire 4 ou 5 positions possibles. Si on prend par exemple la question existe-t-il un Dieu ? Cette question-là, il n'y a pas oui ou non, il n'y a pas Dieu existe ou Dieu n'existe pas. La question n'a pas de sens. Par exemple, pour certains philosophes analytiques, c'est une question en fait vide de sens. Le mot Dieu, en quelque sorte, est un mot qui nous trompe. On croit que ça a du sens, mais si on creuse, on s'aperçoit que finalement, ça ne correspond à rien de rigoureux. Donc déjà, il y a une réponse, la question n'a pas de sens. Il y a aussi une réponse, on revient toujours au même problème, la question a peut-être du sens, mais ne peut pas être traitée par la raison. Ça serait une réponse possible. Donc ça fait déjà 2 réponses. Il y a une 3e réponse qui serait Dieu n'existe pas, donc la réponse des athées. Il y aurait la réponse
une transcendance existe, mais c'est pas Dieu au sens où on l'entend, donc plutôt de définition, des différentes définitions possibles d'un concept qui s'approcherait d'un concept de Dieu ou de notion de Dieu, selon les spiritualités, les religions, et il y a Dieu existe au sens Dieu des religions judéo-chrétiennes. Donc ça fait déjà 5 options différentes. Alors à mon avis, il pourrait y avoir déjà ces 5 options à explorer méthodiquement, en voyant les arguments, les expériences, ce que les scientifiques, ce que les psychanalystes, ce que les philosophes, ce que les différentes religions ont à dire sur ça. Alors, bon, je vais donner l'exemple justement sur les questions métaphysiques, parce que ces questions-là, d'une part, je pense qu'elles sont au cœur de nos sociétés. Je pense qu'on ne peut plus en faire l'impasse, on ne peut pas faire comme si elles ne se posaient pas, elles se posent tous les jours, mais on les refoule en même temps. Donc on joue autour de ces questions, on tourne autour de ces questions comme d'un point aveugle. On tourne, on parle En fait, on parle de plein de sujets religieux sans jamais oser poser la question de fond religieuse. Est-ce que les religions, ou telle religion, ou est-ce que les religions sont encore vraies ou pas? C'est ça la question de fond. Et s'il y a une religion de vraie, est-ce qu'on pourrait trouver éventuellement celle qui a le plus d'arguments pour qu'on pense qu'elle est vraie, ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait de cette question-là? C'est ça, me semble-t-il, qui est plus important que de savoir, je ne sais pas, que de savoir même à la limite les questions qui sont abordées dans les universités, qui sont des questions d'histoire de la philosophie, ou alors on va faire l'histoire des controverses religieuses. On fait l'histoire, mais on n'en fait plus de controverses religieuses. Alors pourquoi on n'en fait plus? Pourquoi pas? Il paraît qu'à Cordoue, au Moyen-Âge, il y a une légende qui raconte qu'un sultan avait réuni des sages des 3 religions, juives, chrétiennes et musulmanes. Il leur avait proposé de débattre en toute liberté pour savoir quelle était la vraie religion. Bon, ce que ce sultan aurait fait, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire à notre niveau? Mais évidemment pas entre simplement les 3 religions du livre, mais avec les athées, avec les gens qui disent que ça n'a pas de sens, ce genre de questions, avec des bouddhistes, etc. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi on ne fait pas ça? Maintenant, si on décide de faire ça, il faut le faire avec une méthode. Donc j'ai imaginé, notamment sur cette question religieuse, toute une architecture possible d'un enchaînement de questions, parce qu'on ne peut pas traiter toute la question religieuse d'un coup. En fait, c'est plusieurs sous-débats. Donc le premier débat, comme on l'a vu, ce serait le débat il y aurait un premier débat à voir, est-ce que la question a un sens ou pas, ou est-ce que c'est une question vide de sens? C'est un assemblage de mots qui nous donne l'impression que quand on parle de Dieu ou de religion ou de sens, on parle de quelque chose. Mais en fait, quand on analyse le langage, quand on analyse réellement, ce sont des mots qui n'ont pas de référence, qui ne correspondent en fait à rien. Ce sont des sons qui nous donnent une sensation de sens sans avoir de sens. Donc ça, est-ce que c'est des fausses questions ou des vraies questions? Ça serait peut-être un débat qui intéresse plutôt des philosophes analytiques, des philosophes du langage, des gens qui nient que les questions métaphysiques soient de vraies questions. Si on admet, si ce débat-là tranche, et à mon avis il peut le trancher, que les questions métaphysiques sont de vraies questions, à ce moment-là on passe au second débat, qui est de savoir si les questions métaphysiques sont abordables par la raison. Peut-être que c'est des questions qui relèvent de la foi, par exemple. Peut-être que soit on a la foi, soit on ne l'a pas, en gros, et que à ce moment-là, la raison, elle n'a rien à dire. Quel argument vous voulez vous dire? C'est un peu la position, j'ai l'impression, contemporaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se retranchent derrière cette notion. C'est-à-dire, j'ai la foi et je ne veux pas en discuter, tu dois respecter ma foi, et puis toi, à la limite, tu l'as pas, et voilà, je te dis rien non plus, personne ne se dit rien, et à la limite, on n'en discute pas. Il me semble que c'est problématique, cette vision-là, mais bon, ça, ce n'est que mon avis personnel, parce que il y a des foi différentes. S'il n'y avait qu'une seule foi, c'est-à-dire si on était dans la position, on était en 1930, soit on a la foi et automatiquement on dit j'ai la foi, ça veut dire j'ai la foi chrétienne, sous-entendu, ou alors je suis athée, j'ai pas la foi, ce serait simple. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont la même foi en différentes religions, et il y a des gens aussi qui ont la foi en des sectes, en des gourous, ou des gens, en plus, avoir par exemple même la foi chrétienne, comme on l'a dit dans notre entretien, ça peut être vécu totalement différemment. Un orthodoxe, il a la foi chrétienne, un évangélique, il a la foi chrétienne, un catholique, il a la foi chrétienne, et par exemple, entre évangélique et catholique, il y a parfois de grosses différences, même parfois des oppositions, c'est pas si simple. Donc avoir la foi, ça donne pas non plus finalement pas forcément de réponse à la question. Donc ce serait un deuxième débat. Est-ce que les questions métaphysiques peuvent être abordées par la raison ou pas? Surtout ce débat-là s'organiserait autour de Kant. Kant a fait une puissante philosophie qui tend à montrer que
les questions ultimes ne peuvent pas être abordées par la raison, enfin ce qu'il appelle la raison pure. C'est-à-dire que les questions, par exemple, comme l'univers, il n'y a pas que les questions vraiment religieuses, mais par exemple, l'univers a-t-il un commencement ou n'a-t-il pas de commencement? Pour Kant, c'est ce qu'il appelle une antinomie de la raison. C'est-à-dire qu'on peut trouver une architecture argumentative qui amène à penser presque avec une force contraignante que l'univers a nécessairement un commencement, et on peut trouver une architecture argumentative qui nous amène à penser que l'univers n'a pas de commencement. Et on ne peut pas trancher entre ces deux façons de voir, et elles sont toutes les deux très rigoureuses. Donc quand on dit la raison va produire ce genre de constructions qui s'opposent et qui ne peuvent pas être tranchées. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, avec la science, la physique, avec la théorie du Big Bang, est-ce qu'elle n'apporte pas des éléments que Kant n'avait pas? Est-ce que la physique actuelle, elle ne dit pas, par exemple, que l'univers a un commencement, ce qui serait trancher l'antinomie? C'est pas évident, parce que le Big Bang est une hypothèse, n'est pas une certitude, on n'y a pas assisté. Par des calculs, par différentes choses, les physiciens construisent le fait qu'il y a dû sans doute y avoir un Big Bang. Mais c'est une théorie qui est aussi controversée. Et avant le Big Bang, etc. Donc la pensée de Kant reste très puissante. Donc il faut à un moment savoir si Kant avait raison ou pas. Qu'est-ce qui permet d'interroger cette pensée? Il est vrai que les philosophes dits continentaux, c'est-à-dire en général les philosophes européens, ne considèrent que Kant a résolu la question. C'est-à-dire que Kant a définitivement montré que la pensée, d'une certaine façon, ne pouvait pas toucher à ces questions métaphysiques. Le début de l'univers, la fin de l'univers, l'existence ou non d'un Dieu, c'est-à-dire d'une finalité à l'univers, ou au contraire que l'univers serait un ensemble d'éléments mécaniques en quelque sorte, et aussi la question de l'âme. Pour Kant, ces trois questions, début ou pas de l'univers, finalité ou pas de l'univers, et existence ou pas d'une âme, quelque chose comme une âme, sont des questions hors du champ de la raison. Donc si Kant a raison, il faut arrêter les débats métaphysiques, et effectivement on peut dire que pour des gens parient en quelque sorte qu'il y a un sens, qu'il y a un Dieu, et d'autres parient qu'il n'y en a pas, et c'est des paris fondés peut-être sur quoi, je ne sais pas, ça pose problème. Si c'est pas sur la raison, c'est fondé sur quoi? Est-ce que c'est sur la foi? Mais on a vu que c'est problématique. On se retrouve dans un monde, à mon avis, assez problématique. Mais de toute façon, si Kant a raison, ça justifie d'une certaine façon nos régimes européens laïques. Ça veut dire que les questions métaphysiques ne pouvant pas être tranchées par la raison, personne ne peut contraindre ou peut demander quoi que ce soit au nom de la religion ou de la métaphysique, puisqu'il n'aura pas d'argument à donner. Il pourra simplement dire, moi, pour une raison intérieure ou subjective ou inaccessible aux autres, je sais ou je pense que telle religion est vraie, mais il ne pourra pas dire plus. Donc à ce moment-là, le domaine de la métaphysique, de la religion, de la spiritualité va devenir quelque chose de totalement privé, totalement individuel et totalement subjectif. Finalement, ça va être des subjectivités qui ressentent qu'il y a ou non une transcendance, et que cette transcendance, c'est Jésus ou autre chose. Enfin, ça va être donc, c'est aussi le kantisme, c'est ce qu'a montré Frédéric Guyot dans son livre très intéressant qui s'appelle Dieu existe. Le kantisme est aussi une justification de la laïcité, permet, si la religion ne peut pas se démontrer, si la foi ne peut pas se démontrer, ou l'incroyance non plus, ces positions doivent absolument rester en quelque sorte silencieuses dans l'espace public et doivent se retirer dans la subjectivité de chaque croyant ou incroyant. Et donc, pour les kantiens de cette origine, de ce style, c'est même dangereux, quelque part, politiquement même, de dire que la foi ou que la non-foi pourrait être montrée par des vrais arguments. Pourquoi? Parce que si éventuellement la foi ou l'incroyance pouvait se démontrer, entre guillemets, ça amènerait vite la tentation aux gens qui pensent pouvoir démontrer leur vision des choses, de vouloir l'imposer. Donc à la limite, si on dit que c'est non démontrable, la foi ou l'incroyance, on la rend beaucoup plus tolérante, beaucoup plus modeste. Chacun dit je crois ça, et puis toi tu crois autre chose, et puis c'est tout, on en reste là. Si par contre on pouvait éventuellement démontrer, comme par exemple pensaient à un moment les catholiques, avec saint Thomas d'Aquin et autres, les catholiques pensaient que d'une certaine façon l'existence de Dieu était démontrable. Donc que les athées non seulement étaient des gens qui se trompaient exprès, puisqu'ils refusaient la démonstration de l'existence de Dieu. Donc les athées, on pouvait presque les contraindre à croire, puisque c'était des gens qui refusaient la raison, qui refusaient une argumentation, je dirais, contraignante. Kant a montré au moins une chose, c'est qu'il n'y a pas d'argumentation a priori contraignante dans le domaine religieux. On ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, et encore moins du Dieu chrétien, et ainsi de suite. On peut au mieux peut-être suggérer des indices ou dire subjectivement. Bon.
maintenant, donc il y aurait toute cette question de Kant et de la métaphysique. Donc soit Kant a raison, et on ne peut pas aller plus loin, effectivement le débat méthodique sur les questions métaphysiques s'arrête, soit Kant n'avait pas tout à fait raison, il y a des choses que les logiciens actuels ont pu trouver, aller plus loin, ou contredire chez Kant, pourquoi pas, et donc on peut débattre rationnellement des questions métaphysiques. Il faudrait inviter, donc pas que des kantiens, il faudrait inviter des gens qui rejettent Kant sur ce point, et ils existent, ce sont beaucoup de certains philosophes analytiques anglo-saxons qui considèrent qu'on peut aujourd'hui aborder les questions métaphysiques par la raison. Donc ce serait un débat entre kantiens et anti-kantiens. Admettons que ces personnes-là fassent... Alors donc là aussi, il faudrait un débat méthodique. Est-ce que Kant avait raison? Reprendre les arguments de Kant et reprendre les critiques qui ont été faites et essayer... Alors l'idée, ce serait quoi? Ce serait que le groupe organisateur simplement inviterait et chercherait parmi les philosophes actuels les spécialistes de Kant qui veulent bien débattre de ça, les spécialistes, les personnes non kantiennes ou qui ont critiqué Kant qui veulent bien débattre de ça, et leur demander, ben voilà, est-ce que vous pouvez formuler d'une manière, rentrer dans une certaine début de méthode, toute simple, c'est de formuler méthodiquement les arguments de Kant la plus courte, de la manière la plus lisible et la plus compréhensible possible. Voilà, Kant disait qu'on ne peut pas débattre de métaphysique pour telle et telle et telle raison, et chaque fois, pas être dans des pages très touffues, trouver, scinder, si vous voulez, la philosophie sur cette question-là en unité de base, d'une manière atomique presque, en unité d'argument. Et à partir de là, les gens qui ont critiqué chaque argument montrent pourquoi cet argument-là, selon eux, n'est pas valable ou est valable. Et après cette confrontation, on voit si on peut faire un bilan de l'argument. Est-ce que tel argument de Kant est valable ou non? Alors ça, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que le groupe organisateur, effectivement, ait des gens capables de comprendre le débat et capables de dire de l'extérieur, en ne cherchant pas à défendre a priori un point de vue, à la suite du débat, l'argument de Kant qui dit par exemple que la raison ne peut pas déterminer le début de l'univers si l'univers est infini dans un début, cet argument, vu les données de la physique, vu ci, vu ça, en fait n'est plus valable aujourd'hui pour telle raison. Ou au contraire, il reste valable aujourd'hui. Enfin, il faut faire un bilan de l'argument. Donc il y a deux temps. Il y a formuler l'argument d'une manière concise, claire et compréhensible, formuler les critiques de l'argument et faire un bilan à la fin de ça. Et ça pour chaque argument. Et c'est possible parce que ce n'est pas un nombre infini d'arguments qu'il y a. Kant ou n'importe quel autre philosophe a peut-être 10 ou 15 arguments. Donc on aurait quelque chose qui est appréhendable par un petit groupe ou même par un individu. Ce que l'individu ne peut pas forcément faire tout seul, c'est d'aller voir différents spécialistes de la philosophie kantienne et les réunir. Il faut peut-être être plusieurs. L'un, il va aller téléphoner aux kantiens, l'autre, il va aller téléphoner à ceux qui critiquent Kant. Enfin, c'est un petit problème d'organisation. Mais en fait, c'est pas si compliqué. Il suffit d'aller rencontrer ou téléphoner à des gens de différents points de vue, voir qu'on n'a pas oublié des gens importants ou même pas connus mais qui peuvent être importants dans le débat, et puis faire la liste des arguments, bien les définir et faire la liste des critiques. C'est très simple en fait. Après, pour le bilan, c'est plus compliqué, parce que peut-être que les gens diront, certaines personnes diront à la fin de la confrontation et de la critique des arguments, cet argument est toujours valable, et d'autres diront non, il n'est pas valable. Là, ça peut être plus subjectif. Mais disons, la première étape est simple. Alors, une fois qu'on a mis ces arguments en liste et des critiques en liste, effectivement, il faut aller plus loin. Et effectivement, il faut veiller à ce qu'on n'ait rien oublié. Alors pour ça, c'est simplement le résultat est public. C'est là que le public peut participer, évidemment. Des gens peuvent très bien dire, vous avez oublié tel aspect, vous avez oublié telle critique. Tout ça, ça pourrait être fait sur Internet, ce qui ne demanderait pas énormément de moyens. Il y aurait un site Internet dédié à un débat précis. Donc, Kant avait-il raison ou tort sur la métaphysique? Argument de Kant, contre-argument, et puis les internautes peuvent rajouter, évidemment pas directement sur le débat, mais sur un forum attaché, vous avez oublié tel argument, et donner l'argument avec la référence s'il y a besoin d'une référence, etc. Et là, ils peuvent être de toutes sortes, c'est-à-dire c'est très ouvert. Ça peut être des gens reconnus ou pas reconnus, des gens qui sont en France ou qui ne sont pas en France, puisque c'est accessible partout. Donc par cette démarche, normalement, on va arriver à faire le tour de la question. On va arriver à un moment, on va s'apercevoir qu'il n'y a plus de nouveau, que finalement ça s'épuise, que finalement toutes les critiques en gros ont été prises en compte, tous les arguments ont été pris en compte et qu'on a une vision globale. Attention, ça c'est intéressant parce que ça on l'a en général pas. En général, on peut toujours se dire, sur telle question, est-ce que j'ai bien une vue exhaustive tout simplement de la question? Est-ce que j'ai bien une vue exhaustive à la fois des arguments pour et des arguments contre pour me décider? Et ça, ce que je dis là de la méthode,
Ce que je dis à propos de Kant, on pourrait le dire sur des questions techniques, sur des questions politiques et autres. Et ce qui est important, à mon avis, c'est l'objection qui peut être faite à cette démarche. Beaucoup de gens me disent, oui, mais en fait, dans ta démarche, le problème, c'est qu'un certain débat va enclencher un autre débat, s'appuie sur d'autres questions, et à la fin, on va être noyé. Bon, c'est possible. Mais je pense que ça, il faudrait le voir à la pratique. C'est un des écueils possibles, c'est qu'effectivement on s'aperçoive assez vite qu'en fait un argument renvoie à un autre, qui renvoie à un autre débat plus profond, par exemple sur la nature de la connaissance, sur la nature de la preuve, sur la nature... Ce sont mais c'est pas forcément gênant, parce qu'on peut en fait splitter des débats. Si on s'aperçoit qu'un débat, par exemple, une discussion sur un argument précis commence à se développer beaucoup trop, ben on s'aperçoit que ça ouvre un autre débat, on coupe et on dit voilà, ça amène au débat de qu'est-ce que connaître, qu'est-ce que la pensée, un débat peut-être d'un niveau épistémologique plus général. Et on ouvre à ce moment-là, on recrée de nouveau une question et de nouveau même méthode, argument, etc. Alors effectivement, je pense que les gens ont peur de ça parce qu'ils ont l'impression, c'est ce dont je discutais, qu'en fait ce sera infini. Alors là c'est un pari. Là c'est un pari. Moi ayant étudié plutôt le dossier justement des questions métaphysiques, je pense pas. Je pense qu'on va arriver à des champs assez fermés, assez clos. On va arriver, comme j'ai dit, là je suis en train de définir l'architecture. Donc si on arrive par exemple à définir que Kant a été suffisamment critiqué aujourd'hui et qu'on peut quand même, disons, qu'on peut considérer, qu'on peut bien sûr rester kantien, mais que ce que je pense, si vous voulez, c'est que le résultat d'un débat comme ça, par exemple entre ceux qui sont partisans de Kant et ceux qui sont anti-Kant, fera apparaître des faiblesses dans l'argumentation de Kant qui permettront à certaines personnes de dire je parie qu'on peut résoudre les questions métaphysiques par la raison et qu'on peut aller au-delà de Kant. Je pense que ça sera suffisant pour autoriser des personnes à aller au-delà de Kant. Mais peut-être que je me trompe, mais bon. Donc, à ce moment-là, ça rendra possible, peut-être que d'autres vous diront non, ce que vous m'avez montré, ça me convainc pas, j'en reste à Kant, mais peut-être que d'autres, même kantiens au départ, voyant vraiment les travaux récents, les critiques logiques qui ont été faits à Kant, les avancées des sciences, l'avancée de l'épistémologie, parce qu'on dit aussi que Kant est souvent lié à l'épistémologie Newton, qu'il avait une conception de la science, une conception de la certitude qui était influencée par la science de son époque, et que les sciences contemporaines post-newtoniennes pensent la certitude autrement que Kant ne la pensait. Donc Kant a été limité par cet aspect-là, par le fait qu'il pensait la certitude, le raisonnement, la valeur, la rigueur à partir de la science newtonienne, et qu'aujourd'hui, à partir de la science einsteinienne et de la science contemporaine, on pense ces choses-là autrement. Donc, bon, c'est compliqué. Mais bon, si on arrive comment dire, à dire qu'on peut s'émanciper de cette autorité de Kant, que finalement on peut quand même penser la métaphysique malgré ce qu'a dit Kant, à ce moment-là, les questions se posent de nouveau. Le champ métaphysique est de nouveau ouvert et les philosophes doivent de nouveau s'y atteler. Ils ne peuvent plus dire Kant a barré la route. Donc c'est une question fondamentale. Il faut vraiment faire le point sur le kantisme de ce point de vue-là. C'est aussi d'ailleurs un point qui sépare les philosophes continentaux européens des philosophes anglo-saxons, américains qui traitent de métaphysique. Il faut que le débat ait lieu à un moment ou l'autre entre ces écoles philosophiques et qu'on sache qu'on doit faire si oui ou non on doit en rester à Kant ou pas. À mon avis, on ne pourra pas en rester à Kant. Bon, maintenant c'est un pari puisque le débat n'a pas eu lieu, donc je ne peux pas le dire avant le débat, mais c'est un pari. Donc si on suppose maintenant que les questions métaphysiques redeviennent à l'ordre du jour philosophique, redeviennent à l'agenda de la philosophie, à ce moment-là, ou de la raison, entre guillemets, à ce moment-là, va se poser tout de suite, premier débat, est-ce que le monde tel qu'on le connaît, le monde est réductible uniquement à des effets de la matière, encore que c'est difficile parce que comment on définit la matière, mais bon, de la matière, est-ce qu'en gros, tout n'est que des rapports c'est le physicalisme, tout n'est que des rapports d'entités physiques, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre, au-delà de la matière, ou qui serait autre chose? Là, on n'est même pas dans le débat sur l'existence de Dieu, on est dans le débat matérialisme-spiritualisme. On n'en est même pas. Le débat sur l'existence de Dieu, il y a des débats préalables avant d'arriver au débat sur l'existence de Dieu. Donc là, à ce moment-là, le débat, c'est... est-ce que la matière, en quelque sorte, serait autosuffisante? Elle pourrait expliquer ce qu'on connaît des lois physiques, biologiques, etc., pourrait s'expliquer par elle-même, ou est-ce que tout cet ensemble qu'on appelle l'univers physique a besoin de quelque chose d'extérieur à lui? Il est incomplet, en quelque sorte. Il manque quelque chose qui pourrait laisser entendre qu'il y a quelque chose d'autre que le monde physique, par exemple. Ça, c'est une manière de poser la question.
Donc ça, là, effectivement, il faudrait discuter avec des physiciens, des biologistes, sur les problèmes rencontrés par la physique, par la biologie, par qu'est-ce que nous dit la physique sur l'univers, est-ce qu'il est autosuffisant, mais il faudrait peut-être discuter sur d'autres expériences, puisque finalement, c'est la question que Nietzsche posait. Donc vous voyez, historiquement, on suit l'histoire de la philosophie. Il y a Kant et après Kant, il y a Nietzsche. Nietzsche dit que en fait, les philosophes ont inventé des arrière-mondes. C'est-à-dire qu'il dit, les philosophes ont imaginé, on ne sait trop pourquoi, pour des raisons de pouvoir finalement, qu'il y a, au-delà de la réalité que nous on reçoit, c'est la réalité sensible, un monde qui n'est pas sensible, un monde intelligible, voire un monde spirituel. Et que c'est une sorte d'invention, tout d'un coup, que Nietzsche appelle des arrière-mondes. Mais qu'en fait, si on était... il n'y a aucun besoin de poser ça. Et on n'a aucune raison de poser les moindres arrière-mondes. Le seul monde qui est, c'est le monde sensible. Et c'est tout à fait une hypothèse totalement gratuite, totalement aberrante quasiment, une fausse idée, cette notion d'arrière-monde. C'est une pure invention, c'est-à-dire que on a pris la réalité et on a imaginé sur le modèle de la réalité qu'on a projeté ailleurs une sorte de copie de la réalité qui serait l'au-delà. Donc Nietzsche dit c'est totalement arbitraire, mais par contre, l'au-delà qu'on a inventé à un moment donné, il sert à des gens à prendre le pouvoir sur d'autres. Parce qu'au nom de l'au-delà, les prêtres, etc., peuvent demander des sacrifices aux gens sur Terre, dans leur vraie vie, au nom d'un futur complètement inventé, imaginaire. Donc Nietzsche analyse les problèmes, la religion, etc., du point de vue de ses intentions, et comme une stratégie de pouvoir pour asservir, en gros, les gens au service des prêtres, en quelque sorte. Et donc, la question se pose, c'est pourquoi effectivement l'être humain a pu poser cette notion d'au-delà. La différence avec l'époque de Nietzsche, c'est qu'avec l'anthropologie et d'autres choses, on rencontre d'autres civilisations. Or, des notions plus ou moins d'invisible ou d'au-delà se retrouvent dans plein de civilisations. Pourquoi toutes ces civilisations ont ces notions d'invisible? Est-ce qu'on peut aller au-delà de Nietzsche? Est-ce qu'il n'y a pas des expériences de différents types de gens qui les ont amenés, d'êtres humains, de différentes civilisations, qui les ont amenés à imaginer ou à penser qu'il y avait un au-delà? Est-ce qu'il n'y a pas des expériences concrètes qui amènent des humains que c'est pas, si vous voulez, que l'idée de l'au-delà, elle n'est pas simplement venue d'une stratégie de pouvoir ou de philosophes qui ont créé des intermondes, elle est peut-être venue d'un certain type d'expérience. Par exemple, des expériences des chamans en Amérique du Sud qui croient voyager dans des mondes invisibles, qui dans des transes ont l'air de voyager dans des mondes invisibles. Par exemple, des expériences, il y a toutes sortes, en fait, à mon avis, il y a toutes sortes d'expériences assez étranges, en marge de ce que qui nous intéresse en Occident, mais justement, comme on est dans un monde mondial, comme on prétend ne plus mépriser les autres civilisations, il va peut-être falloir s'intéresser aussi à ces aspects-là des autres civilisations. Est-ce que les autres civilisations, les civilisations non occidentales, n'ont pas eu accès à des expériences qui suggéraient fortement qu'il n'y a pas que le monde sensible? Comment on va rendre compte de ces expériences? Et quelles sont ces expériences d'abord, et comment on rendre compte? Donc il y a le débat entre soit il n'y a que le monde sensible, soit il y a autre chose que le monde sensible, qui serait un monde autre, qui serait soit le substrat du monde matériel, c'est-à-dire que les sciences arriveraient à une certaine limite qui suppose quelque chose derrière, on ne sait pas trop quoi, qui serait une réalité qui est la matrice de notre réalité physique, soit des expériences humaines concrètes, que les anthropologues ont pu voir notamment. Les anthropologues ont décrit les phénomènes chamaniques, etc., qu'on a décrit mais peut-être un peu de l'extérieur, des tas d'expériences assez hétéroclites, il faudrait les répertorier et voir ce qu'elles valent, qui sembleraient indiquer qu'il y aurait des réalités invisibles en quelque sorte. Donc la question c'est en quelque sorte, y a-t-il que le monde sensible ou y a-t-il d'autres formes de réalité que des êtres humains, auxquels les êtres humains, par l'expérience, ont été confrontés. Et que c'est ces expériences qui ont amené les êtres humains à imaginer, dans plein de civilisations, l'invisible. Pourquoi les êtres humains ont cette notion de l'invisible? Est-ce que cette notion de l'invisible, elle est purement gratuite, elle vient purement de stratégie de pouvoir, elle vient de problèmes, elle est explicable par des phénomènes neuroscientifiques du cerveau, que le cerveau humain produit certains types d'illusions qui lui font croire qu'il y a de l'invisible, ou est-ce qu'il y aurait autre chose, un substrat objectif qu'on ne connaît pas, de l'invisible par exemple? Bon, effectivement, ce qui est compliqué, c'est qu'on va me dire que ces débats existent, c'est des débats spécialisés, mais là, ce qui serait, disons,
l'idée d'un tel organisme, ce qui serait différent, c'est de vraiment essayer de tout regrouper. Il y a par morceaux, les débats que je décris là ont lieu. Il est évident que je n'invente rien. Tous les débats que j'ai décrits depuis le début, ils ont lieu. Mais ils ont lieu d'une manière dispersée. On peut trouver des bribes de tous ces débats ici et là. L'idée, ce serait de créer un lieu où on va regrouper et faire une sorte de synthèse de tous ces débats, en avoir déjà une image globale, déjà une sorte de cartographie de tous les débats qui devraient être mobilisés pour aborder progressivement et méthodiquement les questions qu'on aborde. Donc, les questions les plus essentielles. Et les questions les plus essentielles, effectivement, impliquent d'autres débats et tout, mais au moins, on aurait au moins une cartographie, et les Américains parlent de argument mapping, cartographie des arguments. C'est ça qui serait intéressant, une cartographie cognitive de tel débat implique au préalable tel débat, implique en parallèle tel débat, qui donne tel autre. Dans tel débat, il faut vraiment mobiliser, c'est vraiment un débat spécialisé entre biologistes qui vont discuter de la théorie de l'évolution. Donc ça, c'est un sous-débat spécialisé. Ce serait une architecture assez complexe. Et d'où le fait que c'est pas des individus seuls et que c'est un vrai projet. C'est un vrai investissement associatif ou militant de s'occuper de ça. Là où ce serait différent de ce qui existe peut-être aujourd'hui, c'est que l'idée, ce serait d'essayer d'être exhaustif, d'être ouvert à tous les courants de pensée, donc ne pas chercher au départ à prouver ou pas que Dieu existe, que Dieu n'existe pas, que le catholicisme c'est la vraie religion, ou que c'est l'athéisme ou quoi. On cherche à rien prouver, on cherche à voir qu'est-ce qui peut en ressortir, et éventuellement qu'est-ce qui peut être le plus probable. Mais donc le but ce serait aussi de regrouper toutes sortes de débats qui sont pour l'instant menés par parties dans plein d'endroits dispersés et sur lesquels on n'a pas de vision globale. Donc même ça, même ce projet simplement cognitif de dire voilà toutes les questions mobilisées autour des questions métaphysiques, ça part de la philosophie du langage qui demande sur les questions métaphysiques, même les énoncés métaphysiques ont le moindre sens, et ça va jusqu'à des discussions de la théorie de l'évolution, tout en passant par des discussions peut-être par exemple sur la question du mal. S'il y a un Dieu, comment ça se fait qu'il y a du mal? Ça aussi, ça va demander toute une discussion avec des arguments de part et d'autre. Donc c'est effectivement ramifié, c'est effectivement des débats en réseau. Mais si on ne fait pas ça, qu'est-ce que fait la philosophie? Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme projet plus beau que ça? Est-ce que c'est pas ça qui est le projet fondamental de la philosophie? C'est-à-dire de poser le plus clairement possible les questions. C'est au-delà de la philosophie, c'est l'invitation que tu proposes, enfin, l'invitation que tu nous fais, c'est de revenir à une réflexion, de proposer 3 attitudes, celle où on était actif, militant, celle où on était relativiste, celle où on agissait du mieux qu'on pouvait localement, qui est un mélange des deux ou une synthèse des deux quelque part. Oui. Et puis une nouvelle attitude, qui est déjà connue des humains, c'est celle de la réflexion. La réflexion, mais sous une nouvelle forme, ouverte à la pensée de ses ennemis, entre guillemets, ouverte aux alternatives les plus farfelues, et structurée pour devenir intelligible au plus grand nombre. Donc je pense que tout simplement, c'est recréer un espace public. C'est ça l'espace public des Lumières. C'était l'idée de créer un lieu où il y ait une confrontation, des arguments qui permettraient, au point de vue les plus éclairés, de se faire valoir, tout simplement. Et donc qui était ouverte à tous les arguments et qui aurait une sorte de sélection naturelle des arguments, les meilleurs arguments finissant par l'emporter, en quelque sorte. Donc c'est recréer de l'espace public, parce que tout simplement j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espace public au sens où on entendait les Lumières. On parle sans arrêt de l'espace public, mais il y a quoi? Il y a des rues où les gens se côtoient, il y a des plateaux télé où il y a des gens qui ont accédé aux plateaux télé, mais par des raisons plutôt de lutte d'influence, de pouvoir, de puissance financière qui finance telle ou telle personne, de rapport de force en quelque sorte. Il y a Internet, où là c'est le bordel, c'est tout le monde effectivement qui s'exprime, mais justement c'est pas un espace public, c'est ce que disait Gérald Bronner, c'est la démocratie des crédules, c'est là aussi des rapports de force, des rapports de propagande, ceux qui savent le mieux faire leur propagande, qui ont plus de temps à passer sur Internet l'emportent. Donc finalement, il n'y a pas d'espace public. L'espace public, c'est quoi? C'est un espace de la raison, c'est un espace où les différents protagonistes d'une question se rencontrent, discutent, posent des arguments, et puis qu'à la fin, le public peut trancher en toute connaissance de cause. On n'a plus ça. Donc moi, ce que je propose, c'est d'essayer de recréer ça en partant de questions fondamentales. Là, j'ai donné l'exemple des questions métaphysiques, mais d'autres plus spécialisés que moi pourraient donner dans le domaine économique, qui ont réfléchi à l'architecture d'un débat sur l'économie,
pourrais donner des exemples en économie. En plus, j'ai pris un débat très complexe. C'est sûr que le problème métaphysique de l'existence de Dieu, il est complexe. Il implique beaucoup de sous-débats et c'est une architecture complexe. Mais il y a par exemple un débat qui est important, qui est très concret, le débat sur le revenu universel d'existence. Ça, ce serait un débat sans doute plus simple peut-être à faire. Là, il y aurait peut-être juste à poser l'idée du revenu universel d'existence, de définir certaines connaissances à avoir pour aborder le débat. Donc, dans cette idée de débat méthodique, il y a peut-être une certaine phase d'apprentissage ou de connaissances à avoir, de connaissances minimum à avoir avant de rentrer dans le débat. Et puis, après, il y aurait les différentes position, c'est-à-dire le revenu minimum d'existence est possible et n'est pas possible avec les arguments, et le revenu d'existence minimum est souhaitable et n'est pas souhaitable avec les différents arguments. Ce serait peut-être une architecture de débat quand même plus simple et importante. Donc je pense qu'il y aurait des débats politiques qui pourraient être quand même beaucoup plus simples que là ce que j'ai décrit, qui était un débat philosophique essentiel et complexe et qui a des milliers d'années. Donc cette méthode, elle pourrait s'appliquer à la fois pour des questions très complexes comme on a vu au début et pour des questions plus simples comme on voit le revenu universel. Peut-être qu'il s'agirait de commencer par les questions plus faciles. Peut-être. Oui, peut-être pour s'entraîner. Mais le problème, c'est que le premier, à mon avis, débat méthodique préalable, ce serait les limites de la raison. Parce que si on arrive effectivement au fait que la raison est structurellement limitée, soit pour les raisons que Kant a définies, soit pour d'autres raisons, le projet lui-même est invalidé en quelque sorte. Donc les limites de la raison seraient un débat presque obligatoire en quelque sorte, à avoir au préalable.